Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast /, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir François Bonjour. et on a Patrick avec nous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en fait, on va parler un peu éco-conception et notre impact. Quel est notre impact environnemental quand on vient du digital? Et pour ça, on accueille François. À la limite, je vais te laisser te présenter un petit peu ton background et qu'est-ce que tu fais, tout ça. Oui, j'ai un double, voire triple profil. Je travaille dans la transformation numérique des entreprises. Donc, aider les entreprises à s'approprier la transformation numérique, à la mettre en œuvre, et voir les bénéfices que ça peut avoir pour elles et pour leurs activités. Et à côté de ça, je travaille sur la transition énergie-climat depuis 3 ans maintenant en tant qu'autodidacte, donc via des formations en ligne, via des conférences, de lecture, etc. Et c'est quelque chose que je mets de plus en plus en avant aujourd'hui pour plusieurs raisons. Un, c'est que c'est un sujet qui me touche particulièrement. Deux, le numérique, il y a des forts enjeux liés à la transition énergie-climat. On y reviendra au cours de ce podcast. Et je pense que la transition, les entreprises ont toujours vécu des transformations. La transformation numérique, c'est une d'entre elles. La transition énergie-climat, ça va être une autre des transformations des entreprises. Mais au-delà des entreprises, donc c'est une transformation de nos sociétés, c'est une transformation de nos modes de vie, c'est une transformation qui touche tout le monde et dans la globalité de nos sociétés. Et c'est une transition qui, pour moi, va être d'autant plus importante que la transformation numérique. Donc c'est là où c'est important aussi de voir que, enfin c'est le message clé souvent que je fais passer, c'est que transformation numérique, transition énergie-climat aujourd'hui doivent être menées de front. Et on va y revenir. Je détaillerai un peu tout à l'heure Ok. ces éléments. Et les entreprises, en général, c'est les entreprises qui font appel à toi. Tu démarches, enfin, je veux dire, tu trouves facilement des entreprises qui sont motivées pour faire des démarches ou comment ça se passe? Actuellement, alors oui, c'est vrai que j'ai pas précisé donc que je suis indépendant aujourd'hui enfin, je fais du conseil en tant qu'indépendant. Les entreprises clientes que j'ai aujourd'hui sont surtout des PME start-up. Euh, je les aide dans leur transformation numérique à l'origine, voire au-delà. Il y a une PME que j'accompagne depuis plusieurs mois et que je suis depuis plusieurs années, où je porte au-delà de leur transformation numérique la vision entreprise. Et dans ces cadres-là, l'aspect transition énergie-climat, c'est une des baselines de l'approche. C'est-à-dire qu'on va chercher à être plus sobre d'un point de vue numérique, on va chercher à produire localement, on va chercher à comprendre, à étoffer le cycle de vie des produits pour que voilà, comment on peut recycler les matériaux, comment on peut utiliser des matériaux qui sont recyclables, enfin voilà, utiliser toutes les mécaniques qui font qu'on va diminuer à tout niveau l'empreinte carbone de l'entreprise et puis faire d'elle une entreprise résiliente. D'accord. Après, c'est des travaux aujourd'hui qui sont, on est au tout début, hein, c'est pas on n'est pas très avancé encore sur ces sujets-là, tout simplement parce qu'il y a d'autres priorités plus urgentes. Mais c'est un travail de fond et c'est une ligne de fond qui base aussi les décisions qu'on va prendre pour l'entreprise. Après, d'un point de vue plus global, des clients qui sont portés sur ces sujets-là et qui ont une vraie envie de changer en profondeur leur fonctionnement, moi, je n'ai pas vu tant que ça. Il y a beaucoup de gens qui sont sensibles, il y a beaucoup d'entreprises qui sentent que c'est un sujet sur lequel il faut aller, mais sans vraiment comprendre ni les enjeux, ni la profondeur, ni ce que ça impacte au niveau de leur modèle économique. Donc, pour l'instant, je dirais, j'ai de la chance d'avoir une PME qui laisse, Qui te qui fait a envie confiance. d'avancer concrètement là-dessus. Mais c'est le seul cas de figure que j'ai que j'ai pour le moment. D'accord. Ouais, il n'y a pas d'obligation. À ce jour, il n'y a pas encore d'obligation pour les entreprises de faire une transition énergétique. Alors aujourd'hui non. Par Mm. contre, c'est aussi dans le discours que j'ai. Hein, c'est ce qui va se passer dans les 5-10 ans à venir. Il y aura des législations qui pourront être fortes sur ces sujets-là. Le numérique, c'est une grosse source de consommation d'énergie, d'émissions
de gaz à effet de serre. Il y a d'autres aspects également. J'y reviendrai sûrement après sur l'aspect décorrélation PIB, émissions de gaz à effet de serre. Donc il y a un vrai modèle économique à changer. Demain, il y aura des législations qui vont se mettre en place et ces législations-là vont impliquer une transformation forte des entreprises. Or, le fait de pouvoir anticiper ces législations et commencer à se transformer dès aujourd'hui, c'est minimiser les coûts de cette transformation demain et avoir des entreprises qui sont plus résilientes et plus capables de supporter des crises comme par exemple ceux qu'on vit aujourd'hui. D'accord. Et du coup, est-ce qu'on peut faire un point un petit peu sur, parce que bon, évidemment, on est tous au courant qu'il y a un réchauffement climatique, on peut pas le nier, hein, je pense que Oui, les hivers sont de plus en plus chauds. Enfin, bon, en tant que skieur, je peux dire que cet hiver, ça a été, un des hivers les plus compliqués au niveau de la neige, surtout au niveau des stations de moyenne montagne. Est-ce qu'on peut faire un oui. point sur, au niveau réchauffement climatique, où on en est aujourd'hui, concrètement, les chiffres, voilà? Alors, concrètement, aujourd'hui, en 2019, c'était un réchauffement de plus 1,1 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Mmh. C'est des niveaux qui n'ont jamais été atteints à mémoire d'homme. C'est-à-dire que de toute la vie de l'humanité, on n'a jamais connu telle température d'un point de vue climatique. Il faut bien faire la distinction entre climat et météo. Météorologie, c'est la température qu'il fait le jour même avec le temps qu'il fait. Donc là, on peut avoir des écarts de température qui peuvent aller jusqu'à 20, 25, 30 degrés dans une même journée. Mmh. Nous, les êtres vivants, les animaux, les plantes ne sont pas impactés. Bon, ça ne nous gêne pas d'avoir des amplitudes thermiques de ce niveau-là. Par contre, quand on parle de climat, c'est des enjeux beaucoup plus importants. D'accord. Euh, je vais pas détailler ça tout de suite, mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, on est à des niveaux de température qu'on n'a jamais connus en mémoire d'homme, qui ont des impacts déjà très importants. Au-delà de la température, du réchauffement climatique, on met une pression sur la planète, hein, soit un réchauffement climatique, il y a la perte de biodiversité, il y a le fait qu'on est très nombreux et qu'il y a des inégalités qui sont très fortes. Hein. 10% des plus riches émettent 50% des émissions de gaz à effet de serre, quand 50% des plus pauvres sur la planète émettent seulement 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et Mmh. puis, jusque-là, on avait un comportement linéaire, prévisible, contrôlable des écosystèmes, de la planète Terre. Et là, en fait, on est en train de basculer petit à petit dans enfin, pas petit à petit, même rapidement, dans des états incontrôlables et irréversibles. Et en fait, euh, pour Paul Yassin, les pays s'étaient mis en accord pour les accords de Paris en 2015 de dire on va maintenir le réchauffement sous 1,5 degré. 1,5 degré, c'était un des paliers clés. Il y a un rapport du GIEC qui est sorti en 2018, je crois, sur le rapport Mmh. sur le qu'est-ce que ça signifie 1,5 degré par rapport à 2 degrés. Donc il y a vraiment des enjeux forts par rapport à cet objectif-là. On sait qu'il va être difficilement atteignable aujourd'hui. On est plutôt sur un objectif bas à 2 degrés. Pour donner un ordre d'idée, en fait, pour bien comprendre, je vais faire un rapprochement aussi avec ce qui se passe aujourd'hui. On parle de 1,5 degré, 2 degrés, etc. Mais finalement, Ouais. qu'est-ce que ça implique pour nous et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, donc ça, tous ces éléments-là là, que je vais vous donner, on peut le retrouver dans un rapport de l'ONU qui s'appelle Emission Gap Report, qui est sorti en 2019. En gros, si on veut tenir un objectif de 1,5 degré à la fin du siècle, il faut diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 55% d'ici 2030. Ça veut dire que chaque année, on fait une diminution de 7% des émissions par an. Or, aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que bon, les émissions continuent à augmenter. Il n'y a aucune baisse ni aucune diminution de baisse amorcée. On remarque également qu'il y a un découplage qui est juste impossible entre croissance économique et émissions de CO2. C'est-à-dire que si on croît le PIB, on croît également les émissions de carbone, Mmh. d'émissions carbone. Et en fait, finalement, une diminution de 7% par an des émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, ça implique une diminution du PIB de 7% par an. Pour donner une idée de ce que ça représente, aujourd'hui, la crise économique qui a été déclenchée par le Covid-19, mais dont la gravité et les causes profondes ne sont pas liées au Covid, ça on pourra en reparler également. Le FMI, par exemple, donc le Fonds monétaire international, prévoit une contraction de 3% du PIB mondial. Donc 3%, c'est moitié moins des 7% par an qu'il faudrait pour pouvoir maintenir l'objectif d'1,5 degré. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'il faudrait doubler cet effort en 2020 et réitérer ça chaque année par rapport à l'année précédente. Et pour rester à un objectif de 2 degrés, ça veut dire que on est à peu près en termes
en termes d'impact de la crise actuelle, c'est à peu près ce qu'il faudrait faire chaque année par rapport à l'année précédente pour pouvoir atteindre l'objectif de 2 degrés. Ça, c'est par rapport aux accords de Paris. Le truc, c'est que il y a un rapport de l'ONU qui est sorti en 2019 qui a dit que finalement le réchauffement a été sous-estimé et que respecter les accords de Paris ne signifie pas 2 degrés en 2100 mais plus 3 degrés en 2100. Pour l'instant, personne ne les respecte, hein, la France y compris. On est plutôt sur un scénario de l'ordre de plus 4 degrés. Or, ce qu'il faut savoir, pour résumer rapidement, on, je vais donner 3 scénarios possibles. Le scénario ne rien faire, donc c'est on ne fait aucun effort, on arrive à une température plus 6, plus 7 degrés sur la planète à la fin du siècle. Et là, il faut être clair, c'est la majeure partie des êtres vivants sur la planète ne sont plus là. N'existe plus, quoi. Ouais. N'existe plus. Le scénario médian qui a plus 4 degrés, c'est si on continue si on poursuit les engagements pris lors des accords de Paris. J'insiste bien là-dessus parce que ça veut dire qu'ils sont largement suffisants. On est à plus 4 degrés. Plus 4 degrés sur la planète, ça veut dire quoi? Ça, c'est pareil. Je traite ça dans d'autres conférences. On pourra détailler si on a envie, mais je pense pas que ce soit le sujet là. Mais en gros, pour résumer, c'est de la guerre et de la famine partout sur la planète. Ouais. Et puis, il y a l'objectif plus 2 degrés où là, on risque d'avoir très chaud, ça va être compliqué, mais on arrivera à stabiliser à peu près les choses dans le long terme. Mais ça signifie changer radicalement. D'accord. Donc, changer radicalement, quand je parlais tout à l'heure de diminution de PIB, on se rend compte vraiment de l'effort que ça va demander pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Et je vais prendre un dernier exemple pour faire un rapprochement avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'après 2 semaines de confinement lié au Covid-19, en gros, l'empreinte carbone des Français elle a diminué de 62%. Alors, c'était principalement lié au transport, hein, tout simplement parce que l'essence, la consommation d'essence a diminué de 83%, l'aviation 94%, malgré une forte hausse de l'utilisation du numérique. Un modéré néanmoins, je reviendrai après. Mais en gros, ce qu'il faut se dire, c'est que cette baisse de consommation de l'empreinte carbone de 62% des Français, c'est bien, mais c'est pas encore l'objectif qu'il faudra atteindre pour un objectif de degré. Il faudrait qu'on divise par 6 notre consommation. Donc globalement, ça donne une idée de la vie, en tout cas des efforts à faire plus tard pour pouvoir suivre ces objectifs. Alors le message clé par rapport à ça, c'est justement, j'en profite pour passer ce message, hein, c'est là on traverse une crise, on a dû changer nos habitudes, on a dû changer nos fonctionnements, nos modes de vie, nos manières de travailler. Ne reprenons pas nos anciennes habitudes, capitalisons justement sur l'expérience du confinement pour revoir nos habitudes de vie, de travail, de consommation. Et je pense que c'est vraiment important pour la suite parce que ça nous montre un peu le chemin finalement de manière contrainte, le chemin en tout cas un des chemins possibles pour pouvoir limiter le réchauffement climatique. Donc capitalisons là-dessus et profitons de cette expérience pour en tirer toutes les conséquences. D'accord. En gros, tu es en train de nous dire que même si on reste en confinement tous les ans, quelques mois, ça suffira tout juste pour réussir à atteindre les 2 degrés, en fait. Exactement. Donc, ouais, ça donne vraiment une ampleur de l'effort qu'on doit faire. Et j'ai l'impression que ça va être difficile, puisque là, avec le confinement, les gens se plaignent beaucoup. C'est vrai que ça change énormément nos habitudes. Et je vois C'est pas ça. comment les gens seraient capables de faire ça tous les ans. Et puis il y a un autre enjeu à prendre en compte aussi, c'est le confinement, c'est pas la bonne solution dans le sens où on a vu que ça augmente encore les inégalités. Or là, l'objectif aussi, c'est de réduire ces inégalités-là. Donc le confinement, c'est pas forcément la bonne solution. Il y a d'autres manières, il y a d'autres approches, il y a d'autres manières de faire parce que l'objectif aussi, c'est si on ne traite pas les inégalités sociales en même temps que l'aspect réchauffement climatique, on va arriver rapidement à une vraie grosse fracture sociale bien plus forte que celle qui existe aujourd'hui. Et ça va engendrer d'autres problèmes. Et là, on déstabilise également les sociétés. Donc, c'est là où on voit que c'est un sujet qui est hyper complexe, que c'est un sujet qui doit être traité dès maintenant, qui doit être anticipé. C'est faire nos sociétés des sociétés plus résilientes en travaillant autant sur l'aspect
réchauffement climatique, sur l'aspect biodiversité, sur l'aspect social, enfin voilà, c'est toute une Mmh. réorganisation et c'est un sujet tellement vaste et complexe, c'est vraiment important de le traiter dès maintenant et à tout niveau, que ce soit quelque chose qui soit omniprésent dans les décisions, dans les réflexions et préparer un futur, vraiment un futur différent. Ouais. D'accord. Je vous pose la question à tous les 2, mais moi, je sais enfin, j'ai l'impression que c'est vrai que ce confinement, ça nous change beaucoup les habitudes et j'ai espoir, en fait, qu'il y ait un reste, enfin, qu'une fois où on sera sorti de ce confinement, on ne sait pas exactement quand, qu'il y aura peut-être des habitudes qui vont se mettre en place, des changements, d'utiliser moins la voiture, un peu plus de télétravail, tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous êtes positif aussi à ce niveau-là? Ou Moi, François, tu peux y aller. Après, en fait, moi, ce que je pose la question, c'est, OK, on utilise moins la voiture, par contre, aujourd'hui, on utilise vachement plus, tous les services, numériques, tous les outils, en fait, qui sont à notre disposition. Après, quel est l'impact, en fait, François, sur, par exemple, j'utilise pas ma voiture, mais je vais utiliser, 3 heures ou 4 heures, de conférence, Zoom, par exemple, pour pas citer, Zoom, mais, mais dans l'idée, est-ce qu'il y a 2 poids 2 mesures ou, enfin, quel est l'impact, des outils numériques au quotidien, versus, la voiture, le train, les choses comme ça? Est-ce que tu as des outils de comparaison un peu ou oui, pas? oui, oui, la question elle est excellente. Euh, Effectivement, il y a des forts impacts. Le numérique, l'utilisation du numérique vs la voiture, c'est pas sans impact. Alors quand je disais tout à l'heure, l'empreinte carbone des Français a diminué malgré l'utilisation en force du numérique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le confinement, Internet mondial est sous tension. Il y a eu plusieurs directives qui ont été passées, notamment éviter par exemple les mails collectifs et massifs, les vidéos, privilégier les outils de travail comme Slack et Teams. Il y a eu Netflix, YouTube, Facebook qui ont diminué la qualité de leurs vidéos. Netflix, l'objectif c'était de diminuer de 25% le trafic lié au visionnage de leurs vidéos en streaming pour laisser de la place pour l'utilisation des outils pour communiquer. Ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est que la vidéo, c'est 58% du trafic mondial Internet. Donc on se rend compte effectivement que en plus les gens regardent plus de films, regardent plus de séries, vont plus traîner sur les réseaux sociaux. Il y a les vidéoconférences qui se mettent en place de manière largement Massif, on peut le étendue, dire? massive. Voilà, c'est ouais, les ça. webinars, là, il y en Donc, a un taquet, ouais, en ce moment. c'est ça. Donc il a fallu pour ça il y a eu deux éléments. Il y a eu plusieurs centaines de personnes qui se sont qui ont été sollicitées pour pouvoir travailler constamment sur le maintien et la limitation des coupures internet, tout simplement parce qu'il y a une forte demande de trafic. Il y a eu j'ai plus les chiffres en tête, mais il y a eu il y a eu des records de trafic mondiaux et au niveau des pays qui ont été enregistrés durant les semaines de confinement. Donc ça, Tu veux dire c'est l'utilisation de la bande passante globale, en fait, qui a c'est ça, explosé, c'est ça? c'est ça. OK. Donc tu Et, confirmes, pardon, et pardon, excuse-moi. Tu confirmes bien que parce que justement il y avait enfin, des infos contradictoires entre les gens enfin l'État qui demandait de réduire l'utilisation, enfin de faire attention, et d'un autre côté d'autres personnes qui disaient mais non c'est des conneries, enfin c'est juste, c'est pas possible que Internet sature. Toi tu confirmes que Internet sature ah oui, vraiment, oui, non, si. Ah oui, il y a un vrai risque, il y a un vrai risque de saturation, bien sûr, bien d'accord. sûr. Euh, Donc D'autant plus que ouais. oui, Le report de en- Disney+ demandait à l'État, tu vois, ils ont reporté la sortie de Disney+ en France, ce qui n'a pas été fait en Suisse ou dans d'autres pays. C'était justifié donc en fait, c'est justifié, c'est justifié. Et justement, on sait très bien que en fait, c'est pareil, j'en reparlerai tout à l'heure quand on parlera spécifiquement du numérique, mais ce qui fait les émissions est principalement lié au numérique, ce qui fait qu'on a une telle demande en termes d'énergie, etc., c'est l'usage du numérique. Et dans les usages, on retrouve forcément la vidéo streaming. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que aujourd'hui, là, ce qui permet de maintenir Internet sans trop de problèmes, ça a été aussi les efforts, donc comme je disais, qui ont été faits par Netflix, YouTube, Facebook, qui ont mmh, fait qu'il y a eu une diminution. Les vidéos HD ne sont plus disponibles. Netflix, je crois que c'est même HD, enfin HD 4K, je crois qu'on on peut plus les voir sous ces formats-là. Donc il y a eu des vrais efforts faits au-delà, parce qu'on
au niveau de la population, c'est difficile, surtout dans une période de confinement, de demander de restreindre l'usage de certaines plateformes, etc. Donc en fait, les seuls leviers finalement que les gouvernements peuvent avoir, ou en tout cas les acteurs du numérique peuvent avoir, c'est diminuer la qualité de leurs vidéos, c'est reporter, comme ils ont demandé pour Disney, hein, reporter la sortie d'offres ou de films. Enfin, Mm. c'est comment par ces biais-là, on va limiter On sait que les gens vont regarder plus les vidéos, on sait que les gens vont être plus en visioconférence, etc. C'est comment on va laisser plus d'espace Bah, clairement. au niveau de la Clairement, ouais. bande passante Puis c'est un pour petit peu l'image. difficile en plus avec les enfants à la maison, faut les occuper. Donc, c'est sûr que Tout à Disney fait. ou Netflix, c'était assez pratique. C'est que Netflix avait réduit le débit, clairement, des vidéos, en fait, la qualité. YouTube avait juste simplement mis par défaut une qualité inférieure. Et après, tu pouvais changer, mettre meilleure qualité. Mais Oui, voilà, il y a différentes approches. Et après, c'est vrai que tu parlais enfin, on parle de visio, de Zoom, qui est beaucoup cité en ce moment avec d'autres soucis. Ils annonçaient des chiffres qui sont passés de 10 millions d'utilisateurs avant le Covid à 200 millions en confinement. oui. Donc c'est juste énorme, quoi. On imagine juste l'impact environnemental de l'utilisation de visio. C'est vrai que, bon, en général, il faut... Et Pardon, vas-y. ouais, voilà et d'autant plus que, en fait, est-ce que, enfin, ça, c'est une autre question pour François, mais, en même temps, est-ce que, il n'y a pas aussi un enjeu majeur pour, les sociétés, comme, YouTube ou Zoom? Justement, devant, un confinement où ils ont une utilisation massive de leurs services, à un moment donné, ils peuvent aussi, exploser, quoi et donc, quelque part, il en va peut-être aussi de leur survie de rentrer dans une sorte de sobriété, parce que sinon, leur service, il va s'effondrer. Donc s'ils rentrent un peu dans une, conscience écologique, où ils prennent en compte cette question-là, pour des raisons, peut-être économiques et juste de survie, bah, pourquoi pas, non? Pourquoi pas, ouais. C'est certain qu'aujourd'hui, étant donné les contraintes qu'ils ont en termes de charge et de trafic, c'est certain qu'ils doivent prendre des mesures pour optimiser un maximum l'utilisation de leur plateforme, pour limiter un maximum la charge sur le trafic vs le nombre d'utilisateurs. Maintenant, est-ce que enfin, cette contrainte-là, elle est liée au contexte actuel qui fait que un nombre massif de gens utilisent les plateformes. Maintenant, est-ce que c'est on va dire, est-ce que l'enjeu pour eux, il est écologique? Enfin, en tout cas, l'idée derrière, c'est de dire on va réduire notre empreinte énergétique. Pour l'instant, c'est pas sûr. Enfin, en tout cas, c'est pas ça qui a déclenché ces démarches-là. Et après, est-ce que c'est quelque chose qui va durer dans le temps? Là non plus, c'est pas sûr. Typiquement, Netflix, quand on parle de sobriété numérique, on y reviendra aussi sûrement tout à l'heure, mais quand on parle de Mmh. sobriété numérique, c'est aussi limiter la qualité de la vidéo en ligne pour limiter le trafic. Netflix l'a fait, mais après le confinement, on va retrouver, il va à nouveau proposer les films en version HD 4K. Or, c'est pas, quand on parle de sobriété numérique, c'est pas la bonne démarche à suivre. Mmh. Donc, Et pour rebondir là-dessus, est-ce que tu penses que, qui a le plus d'impact, est-ce que c'est Netflix qui doit faire des efforts de ne plus proposer la 4K ou c'est l'usager qui doit faire l'effort? En clair, est-ce qu'une loi peut, imposer à Netflix de ne plus délivrer pour des raisons, on va dire, environnementales ou, bah, c'est à l'usager de faire la démarche, volontaire de baisser la qualité? Lequel a le plus d'impact, en fait? c'est là toute la complexité de la question. Si on demande à Netflix, si Netflix aujourd'hui décidait, ben, on arrête les vidéos 4K HD pour des raisons écologiques. C'est probable que les gens changent de plateforme et chez des concurrents qui, eux, proposent des vidéos de haute qualité. OK. Si on légifère là-dessus et qu'on dit on va passer une loi pour que les vidéos sur Internet elles soient limitées à une certaine qualité, etc., ce qui toucherait tous les acteurs, ce serait plus juste et ça serait moins impactant pour les différents acteurs. Par contre, aujourd'hui, ça paraît
paraît difficilement envisageable au vu de la puissance, on va dire la capacité d'influence qu'ont ces plateformes-là. Et le troisième levier, c'est l'usage, effectivement. Si tout le monde se met à regarder les vidéos en qualité basse, etc., il y a des chances que finalement, parce que c'est un poids financier pour Netflix de dire on va stocker des vidéos en 4K ou en HD, c'est des vidéos qui sont très lourdes, ça demande énormément de flux, ça demande des infrastructures assez conséquentes. Si demain tout le monde se met à regarder les vidéos en basse qualité, ça veut dire que pour Netflix, stocker les vidéos en 4K ou en HD, ça devient une source de coût puisque plus personne ne va les visionner, mais en même temps, il va falloir l'infrastructure nécessaire pour pouvoir les stocker, etc. parce qu'elles sont beaucoup plus lourdes. Donc au bout d'un moment, ces offres-là, elles n'auront plus d'intérêt financier particulier pour l'entreprise. Donc effectivement, par l'usage, ça peut changer, mais à ce moment-là, ça demande voilà, il faut que les gens en prennent conscience. C'est aussi ce qu'on fait là aujourd'hui, hein, d'informer sur ce qu'il en est. Donc il faut que les gens prennent conscience de ça et que les gens fassent l'effort ensuite de dire on va regarder les vidéos en bonne qualité. Voilà, c'est sûr que mais c'est du confort en moins, mais c'est la sobriété, hein. C'est ce dont on a besoin pour pouvoir faire avancer les choses. Après, c'est comme je vais faire un parallèle avec les constructeurs automobiles, hein. Aujourd'hui, tous les constructeurs font en masse des SUV, mais en plus, on sait très bien qu'avec un SUV, on n'est pas, ce serait très compliqué ou en tout cas très peu probable qu'on puisse respecter les normes environnementales déterminées par l'Union européenne, par exemple. Euh, s'ils font des SUV, c'est parce qu'il y a de la demande, c'est parce que les gens en demandent. Aujourd'hui, on est capable de faire des petites voitures qui consomment peu, qui sont peu lourdes, etc., qui sont peu puissantes. Mais les gens n'en veulent pas, donc les constructeurs n'en font pas. Ouais. Donc là, c'est Et la même donc du chose. coup, C'est- oui. partant de ça, est-ce qu'on pourrait pas, en fait, aller chercher de l'optimisation, de l'autre côté? C'est-à-dire aller chercher de l'optimisation sur, les infrastructures, sur, la qualité des algorithmes qui permettent de compresser encore mieux? Parce que enfin, si je veux pas du tout, résumer ta pensée, mais ce que je comprends, c'est que c'est quand même très, très dur. Il y a un travail, d'éducation, d'évangélisation, de prise de conscience de l'usage, donc le particulier, on va dire, monsieur tout le monde. Et ça, c'est hyper dur, hyper compliqué. Du coup, est-ce qu'on pourrait pas prendre l'inverse et en fait aller chercher de l'optimisation de l'autre côté sur les infrastructures, les serveurs, les data centers, essayer d'optimiser tout ça pour réduire en fait l'impact en fait au moment où il est centralisé un peu sur les points clés, quoi. Ouais, très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que oui, c'est difficile enfin, c'est difficile. C'est un effort d'initier les gens, enfin de les sensibiliser sur ces sujets-là et qu'ils comprennent réellement l'impact qu'ils ont via le numérique. Mais c'est nécessaire et c'est absolument nécessaire dans le sens où donc là-dessus, il y a les rapports du Shift Project qui sont très bien faits, hein, mais clairement la technologie n'aura aucun impact. Il y a ce qu'on appelle les effets rebonds. Les effets rebonds, c'est des choses, c'est en fait ce qui fait que le numérique finalement est discret et invisible. On a l'impression que tout est facile, on utilise une appli, on utilise un site web, on utilise etc. En fait, derrière, il y a toutes les infrastructures qui tournent, il y a les métaux rares qu'il a fallu pour construire les infrastructures, l'industrie qui a fallu construire les infrastructures, il y a les sources d'énergie pour alimenter ces infrastructures, il y a tout le déploiement d'antennes et de réseaux de câbles, de milliers de kilomètres de réseaux de câbles tout autour de la planète pour pouvoir accéder et pouvoir faire fonctionner ces applications, ces outils web, etc. Donc en fait, tout ça, c'est un coût énergétique, c'est un coût d'émission de gaz à effet de serre, et ce coût-là, il est juste énorme. Et en fait, tout ça, c'est des effets rebonds. Un exemple, par exemple, concret de pourquoi ça ne marcherait pas. Dans les dernières années, là, c'est dans les 3 ans, dans les 5 ans, euh, en gros, dans les 5 dernières années, les batteries des téléphones, ont augmenté en capacité de 50%. Or, euh, il se trouve qu'on ne recharge pas moins souvent notre téléphone par rapport à il y a 5 ans. Donc comment on peut expliquer ça?
c'est par les effets rebonds, c'est parce qu'il y a toujours plus de services, toujours plus de fonctionnalités, etc., qui vont consommer toujours plus. Donc en fait, si technologiquement on arrive à proposer une technologie qui est un peu plus sobre, en fait, finalement, on va dire, bah, du coup, on peut consommer plus, on peut rajouter d'autres choses parce que ça nous le permet. Donc, c'est l'approche qu'il y a eu et c'est ce qu'on a, cette approche-là, elle s'est vérifiée dans l'ensemble des cas. Et en fait, ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, et ça, c'est dans les rapports du Shift Project, qui sont vraiment intéressants sur déployer la sobriété numérique et puis sur l'initiété, sur la sobriété numérique, qui est de dire, en fait, aujourd'hui, euh, le, 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 le changement fort qu'il peut y avoir au niveau numérique, c'est uniquement via l'usage. À court terme, la technologie n'aura aucun impact. Elle aura peut-être un impact à moyen et long terme, mais on n'a pas le temps d'attendre pour pouvoir faire évoluer les choses. Donc aujourd'hui, le seul levier extrêmement fort et puissant qu'on peut avoir pour faire changer les choses, c'est l'usage. Quand Netflix, du jour au lendemain, peut dire on diminue de 25% notre trafic lié à notre vidéo, juste en réduisant la qualité de ces vidéos, on pourrait changer n'importe quelle infrastructure, on pourrait trouver n'importe quelle nouvelle technologie, n'importe quelle nouvelle énergie pour pouvoir alimenter les serveurs, etc. On n'arriverait pas à ces chiffres-là avec un résultat aussi rapide. Donc, j'insiste bien là-dessus. C'est à court terme, au moins, et à moyen terme, c'est par l'usage qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. Et uniquement par l'usage. Ok, ouais, Ok, c'est clair. bah, c'est Pardon. super clair. Ouais, Merci. en fait, enfin, le problème principal de la pollution du numérique, c'est que c'est une pollution qui est complètement invisible et la plupart des gens se rendent pas du tout compte de ce C'est qui se ça. passe derrière. En fait, ils utilisent un téléphone. Enfin, on voit qu'il y a vraiment un manque d'éducation au niveau du numérique et j'espère qu'un jour on aura des cours d'éducation numérique à l'école pour les enfants, tout ça. Et justement, ça nous fait rebondir sur la suite, c'est qu'est-ce que au quotidien on peut faire pour au niveau de notre usage du numérique pour essayer de contribuer à ce ralentissement du réchauffement. Oui. Alors, je vais commencer par citer le Shift Project. Donc, qui est Shift Project, The Shift Project, c'est une association dont l'objectif c'est de décarboner l'économie, qui a sorti le rapport Déployer la sobriété numérique. Et là, ils l'ont cité clairement dans le rapport, donc je le cite également, c'est une phrase que j'aime bien, c'est l'impact environnemental de la transition numérique s'allège si et seulement si celle-ci est plus sobre. Ça résume bien l'ensemble des choses, je trouve, par rapport au numérique, que ce soit d'un point de vue de notre usage, d'un point de vue des entreprises, d'un point de vue société. C'est de toute façon, le point clé, c'est la sobriété. Après, rapidement, pour passer sur les entreprises, c'est tout simplement qu'elles intègrent l'impact environnemental en tant que critère de décision quand elles font un projet. Ça nécessite de mesurer l'empreinte carbone des projets numériques. C'est de réduire les impacts du système d'information, mais ça nécessite aussi de mesurer ces impacts-là. De manière globale, que ce soit pour les entreprises ou pour les particuliers, c'est augmenter la durée de vie du matériel. Euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie des émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie pour un dispositif numérique, c'est lors de la conception, de la fabrication. Et ça va très loin pour un smartphone, parce que pour un smartphone, c'est 90% de ces émissions-là qui sont liées à la construction du smartphone. Donc, en augmentant, par exemple, une durée de vie d'un téléphone de 2 ans et demi à 3 ans et demi et d'un ordinateur de 3 ans et demi à 5 ans et demi, on diminue de 40% l'empreinte carbone du matériel. Donc ça, c'est valable pour tout le matériel numérique. Réduire la quantité de données stockées, ça c'est valable pour les entreprises quand elles ont des stratégies de data, etc., quand elles captent de la donnée par rapport à des outils numériques, mais aussi d'un point de vue particulier où on utilise beaucoup les plateformes cloud, même parfois sans vraiment s'en rendre compte, hein, parce qu'aujourd'hui, quand on achète un téléphone, que ce soit Apple, Google, quand on prend des photos, il y a Google Photos, sur Apple, il y a l'équivalent. Toutes les photos, on s'en rend pas compte, elles sont stockées dans le cloud par-ci par-là, etc. Et en fait, ça, c'est une consommation énorme. Et en fait, finalement, est-ce que c'est vraiment utile d'avoir toutes ces photos stockées sur un cloud? Bah, je vous laisserai y répondre, mais moi, je suis convaincu que non. Et ça a un impact qui est énorme sur le stockage, sur la donnée, et du coup la consommation énergétique du numérique via les fermes de serveurs. La sobriété elle passe également par les interfaces, hein, que ce soit web, mobile, que ce soit logiciel, etc.
Je suis convaincu aussi que ça aura un apport fort pour l'expérience utilisateur, mais ça, à la limite, je vous laisserai y revenir après quand on parlera d'éco-conception web. Mais surtout, d'un point de vue de notre usage personnel du numérique, au-delà de la durée de vie du matériel numérique, il y a acheter, reconditionner, revendre l'ancien, donc limiter l'achat de neuf, tout simplement parce qu'on a vu que la majeure partie de l'empreinte carbone du dispositif, c'est à la fabrication. C'est limiter la vidéo en ligne, le streaming. Pour donner une idée d'effet rebond, hein, quand on regarde une vidéo quand on regarde une vidéo en HD pendant 10 minutes sur son smartphone, c'est comme si vous allumez votre four à pleine puissance pendant 5 minutes. Autre exemple d'effet rebond, c'est si vous postez un selfie sur Instagram ou sur WhatsApp, au final, en termes de consommation, c'est comme si vous laissiez une lampe allumée pendant 6 heures. Donc on se rend compte que les effets rebonds sont importants. Donc c'est vraiment limiter la vidéo en ligne, le streaming, avoir un usage raisonné des réseaux sociaux, c'est avoir un usage raisonné du smartphone. Pour ça, il y a un outil qui est pareil, qui a été co-développé par The Shift Project, qui s'appelle Carbonalizer, que vous pouvez installer sur votre téléphone Android. Il n'est pas encore disponible sur iOS. Vous pouvez l'installer aussi en tant que plugin Chrome. Ça vous permet d'analyser en fait l'usage que vous avez du numérique et de pouvoir essayer de voir dans quel est-ce que c'est raisonné, est-ce que c'est pas raisonné, comment vous pouvez améliorer ça, quel est le temps que vous passez par jour, la quantité de données que vous consommez, etc. Il y a trier ses mails. Il y a plein de mails qui sont complètement inutiles. Toutes les newsletters qu'on reçoit, etc., qui servent à rien. Il y a un lien systématiquement, alors il faut le trouver, mais à chaque fois tout en bas, en tout petit, à la fin de la newsletter pour dire on se désabonne. Et ça, en fait, ça limite énormément l'envoi de mails. Surtout que ces mails-là, c'est des mails qui sont relativement lourds. Souvent, il y a des images, enfin, c'est du texte mis en forme, etc. Donc, c'est des mails qui sont beaucoup plus lourds que du texte simple. Il y a limiter les pièces jointes. La bonne pratique ce serait même ne plus avoir de pièces jointes dans les mails et si c'est vraiment des documents qui sont importants, c'est de les partager dans les plateformes cloud. Mais là aussi, il y a la dualité du cloud. C'est très bien pour le travail collaboratif, le partage, mais il faut en limiter l'usage également. Comme je disais tout à l'heure, toutes les photos de vacances, etc., on oublie de les stocker sur le cloud. Ça prend énormément de place, c'est extrêmement lourd. Et au final, quel est l'intérêt à long terme? Voilà, c'est comment utiliser le cloud à bon escient. Il faut savoir que c'est très consommateur. Mais en même temps, c'est indispensable aujourd'hui pour tout ce qui est travail collaboratif. Et puis éteindre des appareils. Les appareils en veille consomment beaucoup. En tout cas par rapport à leur utilisation. Donc la bonne pratique, c'est d'avoir des multiprises avec des boutons on-off qu'on met derrière chaque appareil numérique ou pas d'ailleurs, hein, que ce soit les appareils électroménagers, etc. Et on allume la multiprise quand on a besoin de l'appareil, on l'a éteint une fois qu'on a terminé l'usage de l'appareil. C'est des bonnes pratiques pour pouvoir voilà, pour pouvoir limiter l'empreinte numérique. Ok. Ouais, j'avais vu aussi un conseil d'une personne sur une conf aussi, c'était quand on écoute par exemple Spotify, à chaque fois que tu écoutes une musique, en fait, finalement, ça te télécharge le morceau à chaque fois, en fait. Et en fait, la bonne pratique, ce serait de les mettre, de les télécharger sur le téléphone et puis les écouter comme ça, en offline. Donc, ça évite de télécharger la Oui, musique à chaque Deezer, c'est fois. pareil. Ouais, 10 heures aussi. Donc ça, voilà, c'est des petites choses. Oui, Et même, enfin, moi, j'ai conscient de mon impact, mais en fait, tu n'y penses pas forcément, en fait. Et c'est tellement facile, en fait, d'utiliser ces services qu'on se rend pas compte, en fait, de l'impact. C'est ça, comme tu parles du selfie, c'est juste énorme, la pollution d'un selfie Instagram. Enfin, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Alex? oui. Après, je suis complètement d'accord, hein, on sous-estime vraiment l'impact parce que, comme tu l'as souligné, François, c'est hyper facile, tout est ergonomique, tout est fait de telle manière que bah, on utilise le service. Et en plus, bon, je ne vais pas rentrer dans le débat où justement tous ces services font que, et ils œuvrent, ils dépensent beaucoup d'argent en neurosciences pour justement te rendre complètement addict à leur service. Mais force est de constater que voilà, les gens l'utilisent et j'ai pas perdu foi en l'humanité, loin de là, mais ça me paraît très difficile de changer les usages de manière massive. Après, peut-être que je suis trop pragmatique ou je vois tout le mal partout, mais je pense que ouais, à nous, développeurs, en fait, d'essayer de concevoir des choses de telle manière
par exemple, tu parles de téléchargement de musique. Bah, en fait, on télécharge la musique en cache, on la met en cache, comme ça on la lit en cache. Enfin, tu vois, il y a plein d'optimisations à peut-être aller chercher, et qui doivent être, à mon avis, totalement transparentes pour, l'utilisateur, quoi. Parce que, bah, oui, tout le monde a envie de regarder sa vidéo en 4, enfin tout le monde, non, peut-être pas tout le monde, mais plein de gens ont envie de regarder, leurs vidéos en 4K ou d'écouter, Spotify avec une bonne qualité et de zapper et tout. C'est vrai que télécharger la playlist pour après la découvrir et l'écouter, ouais, c'est une contrainte, et c'est pas fait, et en tout cas, l'application n'est pas faite pour ça. Donc je pense qu'on a un vrai devoir, nous, en tant qu'artisans du web, créateurs, concepteurs de logiciels web, de penser, de penser la plateforme de telle manière qu'elle ça soit fluide, aussi bien pour l'utilisateur, parce que c'est quand même lui, le client ou l'usager, final, et donc on doit penser, pour lui, mais intégrer ce nouveau paramètre, en fait. On a eu l'UX, voilà, c'est l'expérience utilisateur. Bah, peut-être qu'il faudrait intégrer dans l'UX cette contrainte. Alors, j'aime pas dire contrainte parce que c'est hyper péjoratif, mais cette variable, en fait, on va dire, d'éco-conception et d'environnement intégré dans l'application. Euh, alors, je suis complètement novice là-dedans, même si j'ai conscience de l'impact. Par contre, ouais, sur vraiment la conception de l'application, est-ce que tu as un petit peu plus de retour, François, ou même Patrick, hein, sur comment un développeur peut intégrer une sorte de sobriété numérique à son échelle, sur l'interface, sur les technologies, sur l'hébergement, sur l'UX. J'ai aucune. Bah, en fait, on va passer sur l'éco-conception. En fait, l'éco-conception, ça se calcule dans un premier temps par rapport à des services rendus. C'est-à-dire que, par exemple, pour le site de SNCF, il faut calculer l'impact du fait d'acheter un billet sur le site ou sur l'application SNCF. Bah, est-ce que ça va y avoir des frictions? Combien de temps ça va prendre, etc. Et quel impact au niveau de l'environnement ça va avoir derrière? Donc c'est ça en fait. Si moi j'ai besoin d'un billet, juste d'acheter un billet, pourquoi je vais passer 10 minutes sur l'application alors que je pourrais en passer 30 secondes? Voilà, c'est ça en fait. Ça commence déjà par une réflexion au niveau de l'utilisation globale de l'application, du service rendu, etc. Donc il y a tout un calcul à ce niveau-là. Et après, tout ce En qui, termes de rapidité, tu parles? bah, en termes Juste en termes de de fluidité rapidité? en fait, de processus en fait. OK. Si tu veux, pourquoi, par exemple, imaginons, je prends encore l'exemple du train, tu as un train à prendre, tu veux consulter l'horaire du train, eh ben, il faut que cette méthode, enfin, ce que tu veux faire, ça soit très fluide, très rapide et que tu passes le moins de temps possible sur l'application. Il n'y a aucun sens pour que tu passes 5 minutes sur l'application pour voir ton horaire de train alors que tu pourras en passer 1 minute, tu vois. Et c'est là, ça a un vrai impact, en fait. OK, donc en fait, c'est à nous de designer l'UX de telle manière que, la personne trouve son information en instantané, et comme ça, il va passer moins de temps, C'est et exactement, donc peut-être moins de requêtes, enfin moins de requêtes serveurs, donc moins d'utilisation, c'est et ça, c'est OK. fluidifier les processus, en fait. En fait, on a, tu sais, enfin, on a l'habitude des gens qui regardent l'effet, tu sais, le taux de rebond là, sur les Google Analytics. Oui, Et plus il est bas, et mieux c'est. Et en fait, c'est un peu. mais pas toujours. Mais voilà, et justement, C'est en pas fait, c'est justement ça. Parfois, un taux de rebond important, c'est peut-être une bonne chose aussi. Ça veut dire que la personne a trouvé ce qu'elle voulait, en fait, et qu'elle est repartie, tout bah, ouais, simplement. mais je me rappelle d'un mec de chez Google qui disait, «Non mais moi, mon taux de rebond, il faut qu'il soit super, super, super haut. Ça veut dire que bah, c'est bien. La personne n'est pas restée longtemps sur la page de recherche. Ça veut dire qu'il a trouvé directement ce qu'il voulait, quoi. Exactement. Donc là, pour le coup, ouais, ok. Exactement. Puis après, il y a tout un. Bah, toujours la réflexion du projet, c'est les fonctionnalités. J'ai un chiffre, je crois que c'est 45% des fonctionnalités qui sont pas utilisées en fait quasiment. C'est-à-dire que souvent, enfin, en tant que concepteur de sites, tout ça, d'applications, on a l'habitude, les gens veulent mettre plein de choses. Ouais, je vais mettre ça, je vais mettre un truc pour mettre les trucs en favori, machin, tout ça. Et puis au final, tu te rends compte que la plupart des fonctionnalités sont pas utilisées. Et c'est toutes des fonctionnalités qui devraient, en fait, ne pas exister du tout et qui
permettront déjà d'avoir un code plus simple, une meilleure maintenabilité du code, et puis derrière, moins d'impact au niveau de l'environnement quand l'application va tourner ou le site va tourner. Voilà, moins de requêtes, toujours. Voilà, c'est tout. En fait, avant d'optimiser le site au niveau front, etc., c'est déjà une démarche au niveau de la réflexion du projet, en fait, déjà en amont. En fait, c'est ça, l'éco-conception, ça commence du début jusqu'à la fin. C'est pas juste à la fin, j'optimise les requêtes, je baisse le poids des images, etc. Non, c'est dès le début, je réfléchis à mon projet pour qu'il soit optimisé déjà de base, en fait. Qu'est-ce que j'ai besoin? Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il me faut, quoi? Ouais. Je me rappelle, je prends toujours, cet exemple-là, où, un designer met une petite loupe, donc il prend son icône, ça lui prend à peu près, 30 secondes à faire. Il met sa petite loupe et il dit: «Bah, en fait, quand tu cliques dessus, tu vas faire une recherche sur, toute l'application. Donc tous les users, tous les messages, toutes les conversations». Et en fait, ce qu'il a pas conscience, c'est que cette petite loupe, bah, derrière, il y a énormément, de travail parce que c'est une grosse fonctionnalité. Il va falloir indexer, à toute la base de données, peut-être dans une autre architecture, donc un autre serveur qui puisse avoir une réponse hyper rapide. Et en fait, juste la petite loupe, elle a un impact aussi bien sur le travail que sur, aussi, bah, l'empreinte de cette fonctionnalité-là. Après, aujourd'hui, il faut être, totalement honnête, le client, il va être, sans être money driven, quand tu lui dis: «Bah, ouais, mais là, ça va être, 1 semaine, 2 semaines ou 3 semaines selon une fonctionnalité», lui, ce qu'il voit surtout, c'est le combien ça va lui coûter en argent, en temps homme, et pas toujours, en sobriété, numérique, en fin de chaîne, quoi. Donc et là, pour le coup, est-ce que vous avez, des retours sur, des clients qui sont, vraiment dès la conception, dans cette sobriété, là, de penser, le site, le service, l'app, heu, vraiment de manière, réfléchie d'entrée de jeu? Bah, Alors là-dessus, moi, je peux. vas-y, vas-y. Ouais. C'est là, je vais plus donner une bonne pratique d'un point de vue général. C'est moi de mon observation, j'ai pas rencontré de clients qui étaient vraiment impliqués au point de à tout niveau lors de la conception d'un outil, on va faire on va avoir la vision de l'empreinte carbone de l'outil avec ce qu'il consomme, comment il va être conçu. Par contre, ce que je pense qui est important, et ça fait partie des grandes recommandations d'un point de vue global sur la sobriété numérique, c'est prendre l'empreinte environnementale comme critère de décision dans un projet numérique. Je pense que ça ne va pas forcément venir des clients dans un premier temps, ça va surtout venir des entreprises qui proposent les services pour réaliser les outils numériques. Et ça passe par la mesure de l'empreinte carbone. Alors c'est quelque chose qui est encore relativement artisanal aujourd'hui. Il y a encore peu de données, même s'il y a des initiatives en ce sens-là, hein, il y a encore peu de données. Mais je pense que c'est de la responsabilité aussi des entreprises qui réalisent les outils numériques pour les entreprises de donner, voilà, vous avez un devis, on va vous faire telle solution, d'essayer de trouver des éléments pour pouvoir avoir une empreinte carbone des différentes solutions. Le client, ensuite, quand il prendra sa décision, choisira ou non de prendre en compte ces critères. Mais déjà, le fait que ce critère apparaisse, qu'il y ait un indicateur qui dise bah, voilà, cette solution elle va être plus coûteuse d'un point de vue énergétique que celle-ci. Ou ça, déjà, ça va mettre le client dans une démarche de dire ah oui, il y a aussi cet aspect-là. Il le prendra ou non en compte, mais déjà, le fait qu'il le voit, ça sera une première approche. Alors après, je parle d'empreinte carbone. Aujourd'hui, je sais que ça reste extrêmement difficile de pouvoir avoir une empreinte carbone précise d'un outil numérique, en tout cas de la conception d'une solution numérique. Maintenant, ça peut passer par différentes phases. Comme vous dites, il y a des fonctionnalités qui sont beaucoup plus coûteuses en termes d'énergie humaine, mais aussi en termes d'énergie physique pour leur mise en place. Donc, c'est essayer de jauger un peu ça et mettre un semblant indicateur, en tout cas
un élément qui dit que voilà, cette solution-là, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue climat, elle est plus intéressante que celle-ci. Vous avez l'information, vous en faites ce que vous en voulez, mais au moins elle est là. Et je pense que c'est vraiment les premières bases pour que ça suscite un petit quelque chose chez le client. En clair, en Qui fait, ce que tu es en train de dire, c'est que nous, concepteurs ou agences web, en fait, ça serait à nous de mettre une ligne en fait pour un peu éduquer et sensibiliser les Exactement. clients à cette contrainte-là, pour peut-être éveiller les consciences sur un sujet, quoi, sur ce sujet-là. Exactement. Et en plus, c'est pour plusieurs raisons. Un, parce que je pense que les clients, eux, effectivement, tu le disais bien tout à l'heure, ils ont le budget en tête, ils ont des contraintes budgétaires, ils voient les jours hommes, etc. Ils pensent pas forcément à ce critère-là. Donc c'est le fait de le mettre, certains en tout cas ils vont y être sensibles, ils vont se dire ah oui, il faut peut-être que j'y réfléchisse, peut-être que je le prenne en compte. Et puis ça peut aussi ouvrir le débat. Voilà, peut-être que le client aura envie d'en savoir plus, aura envie de comprendre ce qu'il y a derrière. Alors peut-être que les premières fois qu'il va voir afficher ce genre d'information, il va pas forcément réagir, il va l'ignorer. Mais petit à petit, puis je pense que c'est vraiment une prise de conscience globale, c'est une préoccupation citoyenne qui est de plus en plus forte, la transition énergie-climat. Et du coup, peut-être que si c'est quelque chose qui ne l'a pas fait réagir dans un premier temps, à terme, petit à petit, c'est quelque chose qui va il va peut-être évoluer aussi sur ce sujet-là. Et c'est aussi un moyen d'enclencher la discussion avec lui pour lui expliquer un peu ce qui se passe, le sensibiliser aux enjeux climat, énergie, etc. Donc, Ouais, après, à oui, je la pense que limite, c'est une bonne. Oui, vas-y, vas-y. ouais, bah, après, en fait, à la limite, moi, ce qui me dérange pas, enfin, ça me dérange pas du tout qu'il le fasse, on va dire, pour des mauvaises raisons éthiques, mais qu'elles soient purement économiques. À la limite, s'il fait le choix aussi de passer sur une sorte de sobriété pour des raisons économiques, bah très bien en fait. Enfin, chacun va peut-être pouvoir utiliser ces leviers. Et si ça passe par un levier économique, bah pourquoi pas, si on va dans la bonne direction. Et non? Mm. Oui, tout à fait. Mais je pense que ce qui est vrai, le plus important, c'est qu'il y ait cette information qui soit présente d'une manière ou d'une autre sur, sur l'impact environnemental de la solution. Après, qu'il Pour faire ses qu'il le choix prenne en compte plus ou non, facilement. Ouais. Bah, c'est Après, ça, c'est ça. ouais, c'est vrai qu'après, enfin, j'ai bien peur que ça soit qu'il y ait que deux choses qui fassent un petit peu, qui créent la contrainte. En fait, c'est soit, bah, soit ça devient une obligation pour les entreprises, en tout cas pour les entreprises de l'État et certaines grosses entreprises voilà, d'avoir un impact numérique faible ou de baisser l'impact. Et après, on le voit aussi avec tout ce qui est ferme de serveurs, tout ça, Facebook. Au niveau, bon, Facebook a fait des fermes de serveurs avec des panneaux solaires, etc. Et c'est pas les seuls. Mais en fait, c'est pas pour l'écologie, c'est plus pour l'économie. En fait, c'est la contrainte au niveau budget. En fait, ça fait vraiment Ouais. baisser la consommation. Google fait pareil parce qu'ils consomment tellement. Je crois qu'ils ont même des fermes de serveurs qui sont branchées directement presque à des centrales à charbon, des choses comme ça, et ils passent sur des panneaux solaires pour faire des économies. Hein. La contrainte, elle est budgétaire, quoi. Donc, est-ce que- Et, Ouais, tout à et fait. François, est-ce que tu as déjà, toi, dans ton entourage, en fait, ou avec tes clients, des clients qui sont clairement dans une démarche un peu greenwashing, social washing, et en fait, on vient utiliser nos actions pour enfin, vraiment communiquer dessus et enfin, pour faire un effet de buzz. Alors, en gros, j'ai eu des clients sur lesquels l'aspect environnemental, voilà, c'était clair, hein, c'était pas quelque chose qui les titillait. J'ai pas eu de client qui a utilisé ça encore sous forme de greenwashing. Je pense que, enfin, par contre, je vois beaucoup d'entreprises qui le font effectivement, où de la même manière qu'on a eu les Chief Happiness Officer à une époque, on commence à voir les Chief Environmental Officer qui apparaissent. Et ça, Ah oui, pour moi, c'est jamais bon signe. Parce que d'accord. c'est, c'est un fonctionnement profond de l'entreprise. C'est tout le modèle de l'entreprise, le modèle social, le modèle économique, le modèle de vente, le modèle de service
qu'on revoit en profondeur, et c'est quelque chose qui doit toucher tous les échelons de l'entreprise. C'est une vraie transformation. Finalement, c'est un peu, voilà, c'est ce qu'on dit. Quand c'est la conduite du changement, c'est l'ensemble d'une entreprise. C'est une approche systémique. On ne peut pas traiter ça qu'à un échelon d'entreprise. On peut pas dire c'est par des petits gestes, etc. Que, que finalement, c'est un peu le même rapprochement de dire on va mettre un baby-foot pour que les gens se sentent mieux. Ça marche pas, ça. Et c'est un changement profond de l'entreprise, de sa manière de fonctionner, qui va faire que les gens vont se sentir mieux. Et ben là, c'est pareil pour l'environnement. C'est un changement profond de l'entreprise, de son modèle de vente, de son modèle économique, de son modèle social, qui va faire qu'on va s'approcher d'une transition énergie-climat qui soit efficace. Ok. Ok. Je sais pas si on peut revenir un petit peu sur l'éco-conception aussi, parce qu'on n'a pas encore énormément parlé. Euh, Toi, François, tu proposes l'éco-conception web au niveau de tes clients ou c'est plus, toi, c'est global, transformation numérique de l'entreprise est-ce que tu es spécialisé dans certains trucs Moi, j'ai quitté à l'origine, enfin, j'ai eu un profil de développeur à une époque. D'accord. J'ai quitté le monde de la technique. Donc maintenant, je suis plus dans le conseil des entreprises sur l'aspect transformation et stratégie. Euh, mais donc pour répondre à ta question, j'ai pas d'éléments particuliers techniques à donner sur l'aspect éco-conception. Euh, mais pour moi, ça fait partie de la chaîne et c'est important que ça en fasse partie. Et comme je dis aussi, c'est important que dans le choix des solutions, les clients Hmm. puissent avoir accès à des solutions, ou en tout cas à des indicateurs qui leur disent que telle ou telle solution sont plus intéressantes d'un point de vue énergétique que d'autres. Et là, c'est là où je pense aussi que l'éco-conception, elle a tout son rôle à jouer. Ok. Donc, ouais, pour revenir dessus, donc, comme tu l'as dit avant, le but de l'éco-conception, bon, il y a déjà tout cette limiter les services inutiles, etc. Mais aussi, en fait, le but principal de l'éco-conception, quand on fait un site éco-conçu, d'éviter d'user en fait la machine prématurément de l'utilisateur, donc le téléphone ou l'ordinateur. Donc, c'est pour ça que la partie front du site ou de l'application est très importante pour éviter voilà, de faire surchauffer le processeur, etc. Et justement faire durer plus longtemps le téléphone ou l'ordinateur. Donc, je ne sais pas si on peut parler un petit peu de tout ce qui est partie front, Alex, non? Bien sûr, moi je suis fan de Particle. Particle, c'est avec les petits trucs qui bougent, qui Voilà, ouais. font tourner les CPU, comme les Ouais, ventilateurs t'as l'ordi qui en, chauffe, ouais. en 30 secondes. T'as ton ordi qui se met Qui à décolle. ventiler comme pas possible. Ouais, Non, ouais, voilà. Donc toute la partie front, c'est une optimisation et c'est aussi un. Alors moi, je me suis assez rapidement rendu compte que tout ce qui était web performance qu'on prône depuis quelques années, donc avoir des sites rapides, légers, etc. C'est très très proche aussi de l'éco-conception parce que c'est à peu près le même principe. C'est limiter les requêtes, limiter les éléments dans la page pour que le processeur travaille moins. Enfin voilà, c'est toutes des choses qui font que l'ordinateur, le browser va beaucoup moins travailler pour afficher une page. Donc tout ça, voilà, c'est du travail à faire en partie front au moment voilà, de concevoir le site. Donc faire des designs simples et voilà, plutôt mobile first pour avoir moins d'éléments, un peu plus épurés. Donc comme ça, du coup, ça fait moins travailler le browser, réduire le poids des images, tout ce qui est compression, minification des fichiers JS, CSS, etc. Réduire le nombre de requêtes de page. Enfin, tout ça, voilà, c'est des réflexes qu'on a déjà au niveau de la performance web. Mais c'est exactement quasiment la même chose pour tout ce qui est éco-conception au niveau front. Et tu parlais des particules. Les particules, par exemple, c'est des animations qui sont faites en JS. Donc tout ce qui est animation effet, c'est essayer de les faire avec du CSS plutôt qu'avec du JavaScript, puisque c'est prévu pour les animations CSS et c'est beaucoup plus efficace. Et voilà, mettre les choses en cache, etc. Utiliser la Jamstack. Donc nous, on prône la Jamstack depuis, depuis un petit moment. Mais voilà, depuis longtemps, depuis très longtemps, et- on et en parle. voilà, faire des sites statiques quand ça suffit largement, plutôt que de faire tourner des serveurs derrière avec du PHP, du Java ou que sais-je, alors que ça affiche toujours la même chose. Enfin, voilà, c'est toutes des bonnes pratiques de web performance qui s'appliquent exactement à l'éco-conception, quoi. Mais par contre, Patrick, tu vois, pour revenir sur les images, est-ce que tu penses que
utiliser des services cloud type, Cloudinary, Imaginix où en fait on vient stocker le fichier, en HD Mmh. et en fait, on l'appelle avec, les sources set, voilà, si on est en mobile, tu l'appelles, mais tu fais un tu le resize en 300. Si tu es en iPad, tu le resize en 600 et si tu es sur un desktop, tu le resize en 1200. Est-ce qu'on est dans une démarche plutôt juste? Alors en termes d'optimisation pure de l'appli, bah, oui, on voit une différence parce que ton payload que tu télécharges, il est quand même moindre. Par contre, est-ce qu'on ne déplace pas le problème, parce que du coup, on vient mettre, un serveur, heu, pour Ouais. gérer tout ça, quoi, Bah, tu vois? tu différents, bah, après il y a différents aspects, enfin François, il saura peut-être mieux répondre que moi, mais, il y a différents aspects. C'est déjà au niveau du service, sur quel serveur ils sont basés. On le sait qu'il y a beaucoup de services, en ligne qui sont basés sur des serveurs Amazon. Donc, Amazon, sont pas c'est pas les plus propres au niveau des serveurs. Aux États-Unis, par exemple, ils utilisent beaucoup de charbon. Hem, ouais, il y a déjà cet aspect-là à prendre en compte. Après, bah, est-ce que si le ser ça peut être une bonne solution si le service resize ton image, mais la met en cache, donc c'est fait qu'une fois, donc tu évites quand même du traitement d'image. Enfin, il y a différents aspects. Après, il y a pas en fait, il y a pas de oui ou non, enfin, faut regarder le service dans sa globalité, en fait. Parce C'est que toujours au cas par cas, quoi. ouais, je sais pas, François, qu'est-ce que tu en penses? Je suis d'accord. Euh, c'est- alors, pour plusieurs raisons, hein, c'est du cas par cas, mais euh, je pense, enfin, pour moi, cette conception-là elle doit vraiment être guidée par l'utilisateur. Sur plusieurs aspects. Sur le suivi de son parcours au niveau de l'utilisation du site ou de l'appli. Euh, mais guider ce parcours-là, ça implique aussi de comprendre. Enfin, pour moi, il y a plusieurs aspects qui se lient. On va parler de données minimum viables. Donc, quelles sont les données minimum qu'on va capter, qu'on va utiliser, comment minimiser les échanges. Donc, comment limiter les appels serveurs. Il y a sur le design qui va être plus sobre, avec moins d'images, avec tout ce qui est effectivement les polices, etc. Les pages, on va utiliser un maximum le cache. C'est ça passe aussi par la simplification de l'expérience utilisateur. Moins de clics, moins de parcours de page pour arriver à un objectif, c'est aussi moins de chargement, moins de traitement. Donc il y a un vrai travail à faire pour rendre plus sobre l'expérience utilisateur dans son ensemble. Et, euh, et après, forcément, ça a un impact ça se traduit en termes techniques aussi par de la sobriété. OK. OK. Je sais pas si on peut rajouter, on en est, enfin, je pense qu'on a déjà pas mal, avancé là-dessus. On a encore des choses à développer sur, l'éco-conception? Après, je pense qu'on pourrait peut-être, on mettra de toute façon tous les liens, dans la description, tous les sites que tu as parlé, Bah, on peut lister un que petit tu as peu les livres, que tout que ça, les sites, ouais. que tu évoqués, les livres, ouais, carrément. Bah, au niveau des livres, bah, il y en a pas des tonnes, en fait, mais je me suis beaucoup intéressé au sujet et du coup, j'avais lu quelques livres. Il y en a un qui est, «Sobriété numérique, les clés pour agir» en 2010 et il a été publié en 2019. Donc c'est, bah, comment devenir un petit peu mettre en place la sobriété numérique au niveau de son quotidien. Et après, il y a un autre site donc qui est plus éco-conception web, donc qui s'appelle tout simplement les 115 bonnes pratiques pour l'éco-conception. Donc c'est 115 fiches qui voilà, comment mettre en place avec différents niveaux de difficulté pour mettre en place l'éco-conception au niveau de son site. Donc voilà, il est assez intéressant. Il a été mis à jour en 2019. Il y a quelques fiches encore qui sont un petit peu dépassées parce que ça parle à des moments ça parle de flash ou des choses comme ça, mais dans l'ensemble, c'est des pratiques qui sont vraiment intéressantes à regarder. Ça se lit assez rapidement et c'est assez pratique. Après, au niveau des sites, il y a un site qui permet de tester votre site internet, voir un petit peu l'impact qu'il a. C'est EcoIndex, c'est un des plus connus. Vous mettez l'URL et puis ça vous donne un petit peu l'impact et ça vous donne un classement par rapport à tous les autres sites qui ont été testés. Donc c'est intéressant et ça permet de travailler là-dessus en essayant de faire monter le score. Il y a Green IT, donc c'est eux qui ont fait EcoIndex. Ils proposent aussi des formations pour monter en compétences au niveau de l'éco-conception.
Et ensuite, il y avait aussi une ressource qui est intéressante, c'est clickclean.org. C'est un site de Greenpeace qui donne un petit peu l'état des services, des plus gros services, donc Facebook, Google, YouTube, etc. Est-ce qu'ils sont green ou pas? Donc on voit que Facebook, Google, YouTube, ils sont ils sont notés A. Par contre, tout ce qui est Netflix, on en parlait tout à l'heure, mais Netflix sont plutôt D. Donc on voit que c'est pas très très clean encore aujourd'hui Netflix. Twitter aussi est en F. Donc voilà. Et j'ai une super vidéo aussi à vous recommander, puisqu'on parlait justement d'interface un petit peu sobre. C'est une vidéo qui était au Blend Web Mix l'année dernière. C'est Rémi Guyot qui travaille donc chez Blablacar, qui est designer chez Blablacar et qui expliquait comment ils ont épuré l'interface de service. Enfin, voilà, comment ils ont épuré. Il explique la mise en place voilà, du design qu'ils ont réussi à mettre en place en enlevant des choses plutôt qu'en rajoutant des choses. Et voilà, ça c'est une sorte c'est comment mettre en place voilà, une interface plus épurée pour, voilà, pour moins d'impact sur l'environnement. Ça, c'est une vidéo que je vous recommande. On mettra les liens avec le podcast. Voilà, pour les ressources. François, tu veux rajouter peut-être agréger toutes les ressources qu'on a évoquées peut-être? Ouais, moi je compléterais bien aussi pour une vision plus large. Donc il y a les rapports de Shift Project sur la sobriété numérique qui sont aussi intéressants. Plus globalement, moi je vous incite fortement, pardon. Je vous incite fortement à regarder aussi les vidéos notamment une vidéo de Jean-Marc Jancovici qui explique bien la transition énergie-climat, pourquoi aussi les enjeux, etc. Et bien comprendre. Là, je refais un peu pareil global, mais que le numérique, c'est un des leviers de la transition. Euh, sur ces aspects-là, pour moi, la transition numérique, la transformation numérique et la transition énergie-climat, donc c'est deux choses qui doivent être prises en compte de manière systémique. La transition numérique, transformation numérique, ça doit être la sobriété numérique, elle doit être déclinée à tout niveau, que ce soit d'un point de vue stratégie d'entreprise, que ce soit d'un point de vue fonctionnement des outils, d'un point de vue fonctionnement de l'entreprise, mais aussi d'un point de vue usage et conception des outils numériques, des sites, etc. Et là, pour moi, l'éco-conception, elle a toute son importance donc c'est vraiment toute la chaîne qui est toute la chaîne liée au numérique et à l'entreprise qui est affectée. Donc voilà, moi si j'ai un message à apporter aussi aux gens, aux entreprises qui ont envie d'avoir leur site, leur plateforme numérique, etc. C'est rapprochez-vous justement d'acteurs comme vous qui faites de l'éco-conception. Euh, Parce que c'est de toute façon, demain, on va potentiellement être dans une phase de contraction énergétique. Qui dit contraction énergétique dit augmentation du coût de l'énergie. Il va forcément falloir avoir des optimisations d'un point de vue des outils numériques. C'est pareil, il va falloir anticiper la législation qui peut être coûteuse à mettre en place. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important aujourd'hui, autant pour être en phase par rapport aux préoccupations citoyennes, autant pour être en phase avec l'économie de l'entreprise, pour pouvoir anticiper les sources de coûts de demain. Et puis c'est aussi de la responsabilité des entreprises aujourd'hui de prendre en compte dans leurs décisions, dans leurs projets, dans leurs ensembles, et notamment sur leurs outils numériques, l'aspect sobriété. Ok, parfait. Et bah, à la limite, je vous propose qu'on en reste là pour cet épisode. Et puis, Patrick, tu veux finir? Tu veux donner le mot de la fin? Euh, Bah, le mot de la fin, essayez de regarder un petit peu plus sur l'extérieur, occupez-vous de vos enfants, faites de la cuisine et lâchez un peu vos téléphones, j'ai envie de dire. Voilà, en gros, quoi. Le mot de la fin, essayez d'être un petit peu sobre au niveau de l'utilisation du numérique. Instagram peut attendre un petit peu, on n'est pas obligé d'y aller toutes les 5 minutes. Et puis, et voilà, quoi. Voilà ce que j'ai envie de Yes. dire. Merci. Ciao, ciao à tous. À bientôt. Merci, ciao. Merci.